Bonjour, bonjour à tous. Donc c'est Étienne Antusiewicz. Bonjour à tous. Donc merci beaucoup, merci au comité d'organisation de m'avoir invité, en particulier avec Claude Gargy, qui je n'ai pas croisé, mais c'est lui qui m'a proposé de. Il est derrière, enchanté. Enfin, on s'est pas vu, mais on s'est parlé. Merci de m'avoir proposé de venir partager notre expérience d'ingénieur, de conception de bâtiments en pierre massive en zone sismique en particulier. C'est le thème que je voulais aborder aujourd'hui. Nous sommes donc un bureau d'études structure qui a depuis quelques années abordé ce sujet-là. Donc en particulier, je voudrais qu'on parle du projet de Ferney-Voltaire qui a été développé avec l'agence de Perraudin et d'autres acteurs évidemment, mais c'est en particulier avec eux qu'on a développé ça depuis 2019. Le projet est en cours de construction. Là, on a une image de du travail en cours. Ce projet-là se trouve, il s'agit de deux bâtiments de logement R+6 et R+4 qui se trouve donc à la frontière suisse, comme nous le disions, côté français, donc réglementation française, Eurocode. Nous sommes en zone sismique 3 et voilà, vous connaissez peut-être la volonté de Gilles Perrodin d'utiliser la pierre de sa manière la plus brute possible, sans carottage ou en tout cas le minimum. Nous avions cette volonté-là d'un côté, et de l'autre côté, nous avions un bureau de contrôle Alp Control, qui est nommé ici, qui voulait avoir certaines assurances quand même, qui est quand même de bonne volonté, qui veut pas forcément, euh, qui est pas un ayatollah du chaînage, et parce que quand on lit le code 8, littéralement, qui est plus porté vers la maçonnerie de blocs de béton. Il est dit que tous les murs doivent être chaînés verticalement, horizontalement. Donc là, on a essayé de jouer avec ça et de développer des méthodes de calcul qui ont pu rassurer le contrôle et qui ont pu réduire le nombre de chaînages, etc. Donc, vu en plan, les deux bâtiments se présentent comme ceci. On a des murs en pierre partout, excepté une cage d'ascenseur et d'escalier pour le bâtiment A, le bâtiment R+6, et le bâtiment B, il a deux cages d'ascenseur et d'escalier en béton. Mais ces cages, ces noyaux béton ne suffisent pas à contreventer le bâtiment en sismique. Donc il faut faire intervenir l'inertie de la pierre pour résister à ça. En élévation, les projets se présentent comme ceci. On voit qu'ils sont assez réguliers. Ils respectent des dispositions de régularité de l'Eurocode. On est quand même dans un cadre d'un bâtiment assez simple on sentait que enfin, le App Control était d'accord sur le fait que il était possible de faire de la pierre non chaînée euh, grâce à cette régularité, mais fallait justifier ça par le calcul. Alors tout ça vient du fait que nous sommes donc oui en zone. La réglementation actuelle interdit normalement les bâtiments non chaînés, enfin non armés, en pierre non armée, au-delà de la zone sismique 2 et au-delà de 6 mètres de haut. Ce qui n'était pas du tout notre cas. Nous sommes en zone sismique 3. On a 6 niveaux. Donc, il a fallu développer une stratégie qui consiste principalement en deux outils de calcul qu'on a pu développer. Enfin, on ne les a pas développés, on les a adaptés ou améliorés et présentés clairement au bureau de contrôle. Il y a cette méthode dont je vais vous parler en premier, de la méthode des portiques équivalents, et ensuite il y a un système de double modèle de calcul. Oui, peut-être. Très bien. Euh, donc la méthode des portiques équivalents, que je vais vous présenter ici. C'est une méthode qui, en fait, quand on
au début du projet, on a fait le tour un peu de nos collègues en Europe. On a fait un peu le tour aussi des projets en zone sismique qui avaient pu être développés ces dernières années. Il y avait l'exemple de Plan-les-Ouates, c'est un autre bâtiment que Perrodin a fait, qui est en Suisse, très similaire au nôtre, où aucun chaînage vertical n'avait été introduit. Sauf que la Suisse n'est pas sous la même réglementation. On n'a pas pu appliquer le même principe de justification que sur Plan-les-Ouates. On a vu aussi, et c'est là que c'était intéressant, on a discuté avec nos collègues italiens qui ont l'habitude d'utiliser cette méthode des portiques équivalents. Ils nous l'ont présenté, et c'est quelque chose qui nous a paru tout à fait adaptable au projet que nous avions. À la base, c'est une méthode qui est plus portée pour la euh, italien soumis au sismique. C'est une méthode qui permet en fait de simplifier la modélisation de grands murs, enfin de murs. Là, je vais, ma main, on voit ici, nous avons un exemple de mur avec des ouvertures grisées ici. Et ce mur peut être, par cette méthode-là, peut être simplifié en simples barres, ici représentées en rouge et en bleu, avec un système d'encastrement des barres bleues, enfin d'inertie infinie des barres bleues et d'une certaine inertie des barres rouges. Et cette méthode a été développée depuis les années 90. Elle a fait ses preuves. Elle a même fait l'objet de plusieurs logiciels en Italie qui sont utilisés par les bureaux d'études. Donc on avait un certain retour d'expérience qui était rassurant pour le bureau de contrôle. Donc il nous a dit go pour partir vers cette méthode de modélisation qui simplifie grandement en fait les calculs. Ça nous permet de transformer des grands murs pleins en pierre par l'intermédiaire d'une routine Grasshopper sur Rhino, de le transformer en un système de barres qui est évidemment dans la vitesse de calcul et la facilité d'usage et de lecture des résultats est bien plus importante. Donc, on a appliqué ça donc, au bâtiment entier. On obtient un grand modèle de calcul de barres en 3D, ouais, en 3D auquel on ajoute, enfin, on applique les bons matériaux, les bonnes sections, les bonnes charges, et on a un modèle de calcul complet qui représente le comportement du bâtiment sous charge sismique. On obtient, grâce à ça, les efforts, les torseurs d'efforts dans chaque barre, qui nous permettent ensuite de faire nos vérifications classiques sur Excel, adaptées à l'Eurocode 6. Pour le coup, les vérifications à l'Eurocode 6 peuvent se dérouler très, très simplement, puisque ce sont des barres, on n'a pas des éléments surfaciques avec des pointes de contraintes qui sont très compliquées à classique. Voilà. Et on a même pu faire des vérifications avec les armatures, avec certains murs ont dû être armés. Donc, pour vous dire aussi, toute cette méthode qu'on a pu développer au début sur Grasshopper, Rhino, et ensuite, ensuite sur un modèle un logiciel de calcul éléments finis. Alors, au début, on a utilisé Rhino Grasshopper ici. Ensuite, on a utilisé un logiciel élément fini qui s'appelle RFM, bon, peu importe. Et ensuite, on a utilisé Excel pour faire nos vérifications. Et tout ça, on est allé ensuite, on s'est dit, mais en fait, on peut le faire en un seul espace de travail sur Rhino Grasshopper et un module de calcul qu'on a développé en interne depuis longtemps, mais que je pense que pas mal de gens le connaissent. C'était Caramba. Et on a développé cette possibilité de tout faire en un seul espace de travail. Parce que, et donc, bon, voilà, je ne vais pas vous embêter avec ça, mais on a pu faire, typiquement, on part d'un modèle, on le met en barre, on lui fait des calculs sur Caramba, donc dans le même espace de travail, sur Grasshopper Rhino, et on obtient on sait quels murs doivent être renforcés, et on peut lire facilement les résultats. Bon, voilà,
c'était un petit travail supplémentaire qu'on a pu faire à l'issue de la conception du bâtiment, d'intégration de tout ce processus dans un seul espace de travail. Euh, Ensuite, bon, en résumé, cette méthode est très simple. Elle permet d'utiliser un logiciel classique. Il y a pas de, on reste dans des justifications classiques à l'Eurocode 6. Il y a quand même quelques limitations parce qu'on est limité à des sections planes, enfin des sections constantes des éléments et des éléments plans. Et on a aussi une perte d'inertie aux intersections de murs parce qu'en fait, ça divise les murs en plusieurs morceaux, donc on perd l'inertie des grands murs parfois. Mais euh, quelques références pour quand même, c'est grâce à eux qu'on a pu développer ça. C'est un peu l'historique de la littérature scientifique sur ce sujet-là. Deuxième méthode qui a été développée pour ce projet-là, enfin développé, c'est pas développé, c'est adapté. C'est juste quelque chose qui est classiquement fait plutôt pour des structures en béton. C'est une habitude de faire des doubles calculs, c'est-à-dire que l'objectif c'est de définir. Enfin, pour ce projet-là, on a essayé de réduire le nombre de murs primaires, parce que c'est ces murs primaires qui devaient être chaînés. Donc, on a essayé de réduire ce nombre au minimum et de maximiser le nombre de murs secondaires afin que ces murs secondaires ne soient pas chaînés. Les murs secondaires, le problème, c'est que la norme dit que ces murs secondaires ne doivent pas représenter plus de 15% de l'inertie sismique, disons, du bâtiment. Et là, on était au-delà, bien sûr. Donc, on a dû appliquer la règle du double calcul, où on fait un premier calcul avec un modèle complet qui se retrouve donc avec une forte inertie. Tous les murs agissent en tant que en contreventement. Donc le bâtiment est très raide. Il se retrouve donc plus haut sur le spectre sismique là, que nous avons représenté ici. Donc on a des efforts ici qui sont plus élevés, enfin qui sont élevés, et qui représentent un peu le maximum qui peut arriver d'accélération sismique applicable au bâtiment. Et ces efforts que nous obtenons aussi, nous l'appliquons à un deuxième modèle de calcul qui, lui, ne comporte que des murs primaires. Donc, voilà, c'est une méthode qu'on a pu appliquer ici pour notre bâtiment. Donc là, j'ai représenté en rouge les murs qu'on a considérés comme secondaires. Donc, il y en a beaucoup. On a simplement conservé en primaire les grands murs qui ont une forte inertie, qui sont vraiment efficaces vis-à-vis du contreventement. Les voici, vous pouvez regarder. Donc c'est ce choix qui est, enfin, par itération, on a abouti à cette distinction entre mur primaire et mur secondaire. Et on a pu extraire faire une analyse modale des deux modèles complets d'abord, qui permettent de déterminer des efforts et des points d'application de ces efforts à chaque niveau pour les deux bâtiments. Et ces efforts, nous avons, pardon, je n'ai pas de slide qui représente ça, mais nous avons réappliqué ces efforts au modèle secondaire qui ne comporte que les éléments primaires pour les dimensionner vis-à-vis des efforts plutôt surévalués. Et c'est ça qui a finalement convaincu le bureau de contrôle d'aller dans dans cette direction et de ne pas avoir tous les murs en pierre chaînés. On a finalement, pardon, je reviens là-dessus, ce ne sont que les murs primaires ici en gris qui ont été chaînés et le reste ne l'est pas. Donc on va pouvoir voir oui, voilà, là on voit la position des chaînages en rouge, c'est schématique, hein, mais ça permet de comprendre. En élévation, donc ce sont des chaînages verticaux qui consistent en enfin, c'est des barres achat positionnées dans des carottages de diamètre 15 ou 20 cm que nous voyons ici en détail. Merci à l'entreprise Bovagne et son bureau d'études Plantier qui ont développé ces détails. Et
en exécution, voilà quelques photos d'exécution. Le projet est actuellement en cours de construction. On en est au rez-de-chaussée, enfin plancher haut R+1 actuellement. Là, c'est des photos plutôt du rez-de-chaussée. Euh, voilà, voilà on voit la position des carottages, c'est là où il y en a le plus ici. Donc voilà, ça c'est ce dont nous avons, enfin voilà, l'aboutissement de ce travail sur Ferme et Voltaire. Maintenant, je vais parler d'un autre projet en zone sismique, un projet plus petit, c'est une simple maison, mais plus un peu osé en termes de conception structurelle. Il s'agit une maison qui se trouve à côté d'Avignon, en zone sismique 3 également. Comme vous pouvez le voir, on a un rez-de-chaussée qui a cette emprise ici et un niveau R+1 qui est totalement, enfin, qui est en porte-à-faux de part et d'autre, et voilà, et qui consiste, enfin, ce niveau R+1 en porte-à-faux, là on le devine, il s'agit en fait de deux poutres treillis ici. Ces poutres treillis sont en pierre et en béton. Donc là aussi on a développé, enfin voilà, on peut situer ici les éléments en pierre. Alors les éléments en pierre, ce sont les éléments qui sont en permanence en compression même en cas de sismique. Nous avons restreint l'utilisation de la pierre évidemment à des éléments qui étaient uniquement en compression. On n'a jamais des éléments en pierre en traction. Ça, les éléments en traction, ils consistent en des barres en béton armé. Donc on a un système mixte. Alors ça c'est un dessin de conception. La conception initiale, on a développé un système de connexion un peu complexe qui avait pour objectif, avec un grain ici, l'objectif c'était de centrer la charge, de faire en sorte qu'il y ait un minimum d'excentricité sur la barre, sur la diagonale en pierre. Bon, finalement, grâce à l'entreprise qui nous a rassurés sur leur qualité d'exécution, on est resté sur un système plus simple. Entre-temps, on a voilà, une petite image d'un modèle de calcul sismique, etc. On a cette numérotation-là des barres. Et voilà le détail d'exécution. Et donc finalement, on a un simple HA20 qui est ancré à l'extrémité de la pierre, aux deux extrémités des diagonales en pierre, qui est centré du mieux qu'il pouvait ici, de manière donc à réduire l'excentricité de la charge de compression. Le reste, c'est du béton armé, c'est très armé d'ailleurs. Ce sont les nœuds de connexion sont assez complexes. Euh, voilà quelques photos d'exécution. Euh, donc le rez-de-chaussée ici, on a des pierres d'habillage et ce poteau, j'en ai pas parlé, mais au rez-de-chaussée, on a aussi des poteaux en pierre, mais qu'on a. C'est pas une réussite, je trouve, mais on a bien carotté ça pour faire passer des chaînages béton. Ça aurait pu être peut-être mieux. Euh, voilà les blocs de pierre qui ont été utilisés. La pierre de lance, je crois. Et voilà comment ces diagonales, voilà les 5 diagonales, les fameuses 5 diagonales en pierre sont posées là. En fait, elles sont constituées de blocs de 50 cm de long qui ont été collés à la colle époxy par Olivier Chastel dans Atelier Grain d'Orge. Et ensuite, ça a été mis en place. Voilà les photos du prototype à gauche. Ça, c'est les diagonales, enfin les éléments béton et éléments de coffrage des nœuds. C'est aussi un bel ouvrage. Et on commence à deviner la mise en place à droite ici. Et là, j'arrive pas à passer la slide suivante. Ah, bouge pas. Même avec ça, je sais pas.
Non. Mais il en restait pas beaucoup, mais c'était les plus belles qui arrivaient, mais c'est pas j'avais dit l'essentiel, hein, on est donc ah merci, ouais, les voilà. Super, merci. Encore d'autres photos? Bon, il y a on peut regarder, il y avait le coffrage du nœud empêchait la pierre de venir entièrement ici. Il a fallu découper la pierre et Olivier est venu rapporter, il est venu recoller un petit morceau de pierre après coup, là, je l'ai pas pris en photo, mais voilà. Et des photos de ce beau bâtiment, finalement. Et voilà, je crois que c'est tout. Je vais rester là-dessus. Bon, voilà, si vous avez des questions, mais oui. Merci beaucoup pour le respect déjà du timing. J'imagine que vous avez des questions. Moi, j'en ai une. Allô? Oui, bonjour, merci Bonjour. beaucoup pour votre présentation. Pour les bâtiments de Ferney-Voltaire, j'ai 3 questions, Vous pouvez s'il vous vous plaît. présenter? Pardonnez-moi? Je suis Raphaël Pascal Pareca, bonjour, excusez-moi. Dans les modèles à barres de Ferney-Voltaire, au début, vous avez parlé de nœuds très rigides qui étaient représentés par des barres bleues. En quel matériau est-ce que c'est, s'il vous plaît? Et 2 petites questions, juste pour être sûr. Est-ce que les planchers sont des dalles pleines coulées en place en béton armé? Et comment sont faits les appuis dans les murs, s'il vous plaît? Merci. Alors, dans la modélisation, les barres bleues en question, on va essayer de revenir dessus. C'est des barres infiniment rigides, donc il n'y a même pas d'histoire de matériaux. C'est la oh là. Bon, voilà. C'est la théorie de de ce principe de particle équivalent, c'est que ces barres bleues sont rigides, sont infiniment raides. Et ce ne sont que les barres rouges ici qui sont souples et qui symbolisent la souplesse du bâtiment. Dans le modèle, oui. Ouais. Et vous demandiez si ouais, les planchers sont en béton, j'aurais dû le dire. C'est des planchers de 20 cm en béton armé qui viennent il y a quand même un chaînage périphérique horizontal à chaque niveau. Ça, j'aurais dû le dire. Effectivement, c'est un prérequis indispensable pour le bureau de contrôle. Je peux comprendre qu'il y ait, voilà, il y a une connexion. Peut-être on peut le voir un peu plus tard dans les détails d'exécution. Ou non, je ne suis pas sûr que non, il n'y a pas ce détail-là ici. Non, désolé. Ça respecte la demande, un peu la demande de l'Eurocode 6 là-dessus, et de l'Eurocode 8. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour, Thomas Sautier, bureau d'études. Je voulais savoir, toujours sur le projet de Ferney-Voltaire, dans la méthode du double modèle, Oui. Dans ce cas-là, vous étiez du coup pas sur un modèle avec les portiques équivalents? Non. Vous étiez sur l'élément... Si aussi? Oui. D'accord, ok. Et vous avez pu avoir un coefficient de comportement admis de combien? On était à 1,5. Ça aussi, j'aurais peut-être dû le dire, mais le coefficient de comportement exigé par le bureau de contrôle était de 1,5. D'accord. Et la maison R, je voulais savoir si elle avait été soumise au contrôle technique. Non. Non, on a fait notre propre contrôle technique, on va dire. Non, c'est notre équipe en Italie, avec qui on s'entend très bien et qui a assuré une sorte de contrôle technique. Oui, bonjour, c'est Anaïta Mirani de laboratoire GSA École d'architecture Paris-Malaquais. J'ai une question par rapport de votre méthode équivalente de portique sur Caramba. Ouais. Est-ce que vous avez considéré tous les murs en pierre en tant qu'élément non discrétisé et continu? Oui, c'est ça. C'est des éléments barres. Non, donc mais sur les surfaces, ils n'ont pas discrétisé. Ah non, mais du coup, c'est plus des surfaces, c'est des barres.
Donc, je vais essayer, ouais, voilà. Enfin, c'est un modèle constitué de barres, et voilà, donc je ne sais pas si ça répond à votre question. En fait, comme Et ils ont après, pas on applique exactement à le ces même. barres, après, dans le modèle, évidemment, on applique à ces barres-là, on lui donne une section et un matériau. Mais ça reste une barre, pas de surface. Merci. Bonjour, pardon. Bonjour, Gary des Carrières Proroc. Bonjour. Je reviens vers vous. Nous avons d'ailleurs travaillé avec vous sur le chantier de Châteauneuf de Gadagne. Ah oui. La question sur ce projet-là, dans le calcul de la pierre massive, vous êtes parti vraiment un minimum sur une épaisseur pour essayer d'éviter des aciers ou du béton. Est-ce que vous avez défini un élément? Est-ce que le calcul a été porté sur un élément, sur un dimensionnement sur la pierre en prenant en compte les joints? Ou vous avez calculé sur la masse totale de la masse de la pierre? Comment vous avez défini pour pouvoir partir sur, est-ce que vous êtes parti sur l'épaisseur? Est-ce que vous êtes parti sur un dimensionnement de la pierre? Est-ce que vous avez pris en compte les joints? Quand on a calculé oui, en conception, on est parti sur un mortier M20 ah non, oui, précisément. On a fait plusieurs tentatives. Il y a un moment où on partait sur des diagonales en pierre monobloc. On voulait que le carrier fournisse des pierres en un seul bloc de 3 mètres de long, de manière à supprimer qu'on profite de la résistance totale de la pierre, on avait demandé 60 MPa de résistance. Et pendant l'exécution, on nous a expliqué qu'il était très compliqué d'obtenir des blocs de 3 mètres de long. Et finalement, ils nous ont convaincus qu'avec le collage époxy, on pouvait reconstituer une résistance égale. Donc, on pouvait considérer que c'était du monobloc, même s'il y avait quand même, c'était constitué de blocs de 50 cm. Le collage époxy reconstitue une résistance égale à la pierre. Et donc, on a considéré, le calcul considère une résistance de 60 MPa, donc la résistance totale de la pierre. Je ne sais pas si je réponds à la question. Parce que le but, nous, dans l'intérêt en tant que de vous mettre à disposition la matière première. Est-ce que vous prenez en compte l'optimisation de la matière première? Parce que le but, c'est de pouvoir construire sans structure béton, le minimum, réduire au maximum les régisseurs verticaux. Et est-ce que vous prenez en compte l'optimisation de la matière première? Est-ce que vous prenez en compte les contraintes de la carrière pour pouvoir vous donner cette possibilité de construire de plus en plus en pierre massive? Est-ce que cette information est très importante et est-ce que vous travaillez au plus près de la carrière? Alors, en général, en conception, on ne sait pas encore auprès de quelle carrière on va pouvoir se fournir. Donc, on prend des hypothèses. On fait quand même un petit tour de ce qui est possible, hein, bien sûr. On essaye avec nos retours d'expérience, on commence à connaître les contraintes en termes de dimension et de résistance. Donc oui, tant que faire se peut, on prend en compte, bien sûr, les contraintes des carriers. Simplement, quand on passe en exécution, il y a toujours des adaptations, des choix, des discussions. Et voilà. Non, je tenais à vous remercier. Une question de Michel Goudin. Oui, merci Michel Boutal. Est-ce que vous pourriez un petit peu développer, parce qu'on est passé très vite au départ, il y a un petit tour de magie qui dit hop, un mur, ça devient des barres. Réglementaire, quand même important, puisque vos barres sont calculées aux eurocodes, j'imagine. Mais toute la question, c'est qui a défini que ces murs étaient équivalents à des barres pour qu'ensuite le calcul aux eurocodes soit admis. Ben, en fait, on s'est appuyé sur la littérature scientifique autour de cette méthode des portiques équivalents qui a, je disais, hein, peut-être 30 ans de développement. Il y a, en Italie, elle est utilisée quand même assez largement. Il y a deux logiciels
qui font usage de ça, de cette méthode et qui sont reconnus par les bureaux de contrôle en Italie. Et après cette discussion qu'on a eue avec AdControl au début, elle a duré quelques semaines, quelques mois hein, autour de cette méthode. Et au final, ils ont pris le temps de lire. Ils ont, le bureau scientifique de AdControl a validé l'utilisation de cette méthode. Et voilà, on a donc finalement simplement appliqué une méthode qui était en usage en Italie et je crois aussi un peu en Suisse, puisque M. Lestuzzi, qui a développé cette méthode principalement, il est en Suisse aussi. Voilà, on a essayé, finalement, on a importé une méthode qui est d'usage régulier dans d'autres pays. Voilà. Comme ça, c'est dit. Votre bureau, votre agence d'ingénierie travaille dans le monde entier sur de très grands projets. Et qu'est-ce qui vous a, depuis quand la pierre fait partie de vos projets et qu'est-ce qui vous a poussé à utiliser ce matériau? Bonne question. Je pense que le premier projet, c'est avec Gilles Perrodin sur un chai en Bourgogne qu'on a pu développer avec lui. Ça nous a clairement donné le goût à ce matériau, aussi aux gens qui entourent, qui font partie des acteurs de la filière pierre sont des gens passionnants et c'est aussi pour ça qu'on a pris le goût à utiliser ce matériau. C'est évidemment l'aspect environnemental et enfin, le faible impact carbone et l'évidence de ce matériau qui nous a poussé à l'utiliser. Enfin, on est quelques-uns, oui, à être très motivés et essayer de démocratiser l'usage de ce matériau. Donc, c'est aussi l'objectif de ces méthodes. C'est pas des méthodes qui sont complexes, en fait. C'est juste une méthode de simplification. On n'est pas en train d'utiliser des logiciels très complexes pour modéliser des bâtiments en sismique. C'est simplement une méthode ou deux qui sont applicables et qui permettent à n'importe quel bureau d'études de l'utiliser sans achat de logiciels spécifiques. Donc, voilà. Fil de l'animation, puisque en fait, il y avait, je pensais poser la dernière question, mais il y en a encore une, je l'espère. Merci. J'ai une question sur le choix de modéliser le bâtiment de Ferney-Voltaire avec les portiques. Est-ce que vous avez pensé représenter la charpente ou les murs avec les panneaux triangulaires où les diagonaux évitent les ouvertures? On y a pensé au tout début. Ouais. C'était une possibilité de faire du bielle tirant, en fait. Hein. Je ne sais pas si c'est. Enfin, le terme en béton, c'est ce qu'on fait quelquefois, de modéliser des voiles avec des diagonales, enfin des bielles et des tirants. On aurait pu faire ça. J'avoue que quand nos collègues italiens nous ont présenté cette méthode, on a plus réfléchi. On est vraiment allé vers le plus simple parce que bielle tirant, il faut quand même réinterpréter derrière les efforts qu'on obtient et c'est plus complexe à utiliser En fait, cette méthode est elle est très applicable, très facilement applicable à l'Eurocode 6, aux vérifications de l'Eurocode 6. Donc, alors que le bielle tirant, c'est pas la même. Le bielle tirant, c'est plutôt applicable pour des bâtiments, pour du béton armé. Donc voilà, enfin, on l'a évoqué au début, ouais, effectivement, cette méthode de bielle tirant. Il ne faudrait pas qu'on dérape de trop, mais oui, on va. Ouais, c'est vraiment la dernière. Dernière. Je vous avais dit que je serais la personne la plus emmerdante de la matinée, mais je confirme. Non, avec le micro, par contre. Oui, bonjour. La maison R, peut-être que vous l'avez expliqué, mais est-ce que vous pourriez expliquer qu'est-ce qui a décidé en fait des parties, enfin des sections en pierre et les autres en béton? Eh bien, c'est le modèle de calcul. Allez, je mets l'image pour qu'on se le représente. C'est vraiment le calcul qui a
ici, c'est là que, en analysant le modèle sismique, on a déterminé quels étaient les éléments en compression et en traction. Alors, surtout, on a cherché à déterminer quelles étaient les diagonales en compression à tout moment du projet, même en cas de sismique. Et ce sont ces éléments en compression qu'on a mis en pierre. Les autres éléments sont en béton armé. Merci.